Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Après 5 années de gouvernance, quel bilan tirer du quinquennat du président Patrice Talon entre une croissance économique soutenue, des réformes aussi infrastructurelles ambitieuses, mais aussi des critiques au niveau donc de la concentration du pouvoir et la diversification de l'économie. L'heure, vous l'aurez compris, est à l'évaluation donc du bilan avec notre invité ce soir qui est donc Franck Kininvo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert en gouvernance locale et aussi analyste politique, comme je l'ai dit, avec une croissance, il faut le souligner, de 6% du PIB sur le quinquennat donc, de Patrice Talon, malgré, on l'a vu, les chocs donc, mondiaux. Est-ce qu'on peut dire que le président a réussi le pari donc, de faire du Bénin un guépard ouest-africain ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que le travail qui a été fait depuis 2016, donc ça fait une dizaine d'années, le travail qui a été fait par le président Patrice Talon au niveau du Bénin, c'est un travail méthodique, c'est un travail qui s'inscrit dans une vision qui va au-delà des 10 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, nous voyons les premiers résultats sur le plan économique, sur le plan infrastructurel. Le Bénin est un pays qui était autrefois considéré comme pays moins avancé. Aujourd'hui, le Bénin est un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire que l'économie béninoise grandit. De plus, on a quand même relevé les bases de l'économie béninoise. On a une zone industrielle qui constitue en quelque sorte les prémices du développement industriel de notre pays. On a, sur le plan des infrastructures, fait beaucoup de progrès, que ce soit les routes. Vous voyez aujourd'hui, non seulement les grandes villes comme Cotonou ont bénéficié du programme asphaltage, pour que le cadre de vie soit amélioré. On a redéfini les standards, disons, pour les infrastructures routières. On a amélioré tout cela et je pense qu'aujourd'hui, le Bénin fait office quand même d'un pays en émergence, d'un pays qui se développe et qui assoit les fondamentaux d'un développement durable. Comme vous l'avez dit, hein, sur le plan donc au niveau infrastructure, le résultat y est. On a des routes donc bitumées à plus de 2600 km, un port de Cotonou avec 20 millions même de tonnes, une électrification aussi rurale dopée de 37 à 50%. Mais pourtant, Patrice Talon a toujours cette étiquette d'un président incompris et même distant, comme l'a souligné son opposant donc en octobre, Boni Yayi. Comment expliquer cela malgré ces chiffres, comme je l'ai expliqué, si impressionnants ? Oui, les chiffres sont très impressionnants et vous n'avez pas tout cité. Aujourd'hui, le Bénin est en passe d'atteindre l'accès universel à l'eau potable. Vous savez, quand on parle de développement, il y a des éléments essentiels qu'il faut avoir comme services sociaux de base. Nous avons les questions d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, en milieu urbain, c'était très développé, mais on a amélioré parce qu'il y avait des décès, mais le débit de l'eau ne permettait pas d'avoir l'eau potable tout le temps à la maison. Donc les gens étaient obligés de mettre des suppresseurs, etc. Aujourd'hui, il y a un travail en milieu urbain qui fait que le débit de l'eau a été considérablement amélioré, la couverture a été améliorée, mais la palme d'or en matière d'accès universel à l'eau potable, c'est dans le milieu rural. Le Bénin a fait l'option de desservir tous les milieux ruraux, mais non seulement en mettant des bonnes fontaines, mais aussi en mettant des robinets à la maison. Donc il y a des canalisations dans tous les villages pour que celui qui veut puisse avoir le robinet à la maison. Et ça, croyez-moi, c'est dans les pays développés que ça se fait. Sinon, en Afrique au sud du Sahara, les standards, c'est de mettre des bonnes fontaines un peu partout dans les milieux ruraux pour que les gens viennent chercher l'eau. Mais aujourd'hui,
on a fait ce pas important. C'est-à-dire, si même le quinquennat, les 2 quinquennats du président Patrice Talon n'ont servi qu'à donner l'eau à tous les Béninois, c'est déjà un résultat important. Mais en plus de ça, on va parler sur le plan économique. Il y a une restructuration de l'économie. Il y a des marchés qui ont été construits dans une vision avec le grand marché de Tokpa qui va connaître des mutations. On a les villes comme Cotonou aussi qui sont en train de construire des marchés secondaires pour que l'activité économique se déroule dans de bonnes conditions. Le Bénin vient de lever près de 850 millions de dollars, c'est pas loin des 500 milliards de francs CFA, à des taux que des pays comme la France peuvent nous envier. Vous voyez, quand vous avez ces montants-là, des taux de 4, et quelques % de rémunération, c'est quand même important de souligner ces choses-là. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, mais aussi, vous voyez, sur le plan social. Parce que quand je parle de l'eau potable, c'est du social aussi. Quand je parle des progrès sur le plan agricole, un petit pays. Moi, j'avais un expert en développement local, Jean-Pierre Lombassi, qui a toujours dit que vous n'avez pas de terre au Bénin, mais vous aimez faire l'agriculture. Aujourd'hui, avec la mécanisation de l'agriculture, avec les réformes, les semences qui sont améliorées, on est en train de devenir quand même, à l'échelle de notre territoire qui n'est pas très vaste, on est en train de devenir quand même une puissance agricole parce qu'on est numéro 1 en matière de production de coton. Et ce coton-là est transformé sur place. Vous avez vu certainement que la FIFA a commandé des maillots dans notre zone industrielle spécialisée. Donc il y a aujourd'hui le tourisme. Vous prenez la question du tourisme par exemple, que ce soit mémoriel, historique, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est dans une cohérence pour que ça soit durable. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Parce que les pays africains, c'est quoi? Un président arrive, il pose un certain nombre d'actions, et puis un autre président arrive, il change tout. Non, aujourd'hui, on a donné une vision de développement, on l'a expérimenté, on a vu les résultats, et je pense que sur cette base, il faut féliciter le président Patrice Talon et tout le gouvernement pour ce qu'ils ont eu à faire, et aussi les Béninois, parce que les réformes, c'est parfois douloureux. Les Béninois ont supporté ces réformes-là d'une manière ou d'une autre, et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une orientation qui est claire pour le développement du Bénin. Le visage du pays a changé. C'est-à-dire, quand vous regardez le Bénin 10 ans en arrière et le Bénin d'aujourd'hui, vous êtes fiers quand même des progrès que notre pays a accomplis. Et malgré tout ça, vous comprenez tout de même que Patrice Talon a cette étiquette d'un président incompris et bien même distant, comme je l'ai souligné, son opposant oui. l'avait dit. Vous savez, chaque homme d'État a son tempérament. Distant, peut-être parce que il est venu après le président Boni Yayi qui, toutes les semaines, était sur le terrain, était en contact avec les Béninois. Le président Boni Yayi était capable de rentrer dans les maisons, de saluer les gens, de poser son hélicoptère dans n'importe quel village ou quartier du Bénin. Mais ce n'est pas le style du président Patrice Talon. Le style du président Patrice Talon est tout autre. C'est un style qui veut incarner un État fort, un État respectable. Et donc, non seulement sa parole était au début rare, mais ses sorties étaient rares, c'est-à-dire inaugurer, on ne fait plus de cérémonies d'inauguration, on ne fait plus de cérémonies de pose de première pierre au Bénin. Donc tout ça là, ça peut donner l'impression qu'il est distant, mais je crois que, parce que je vis au Bénin, et je vois le président Patrice Talon dans son véhicule tout seul,
en train de circuler dans les rues de Cotonou. Je le vois à Calavi aussi. Donc, je crois que, à sa manière, il va au contact de la population. Maintenant, je ne suis pas du pouvoir, je ne suis pas de sa communication. Peut-être qu'il fait des sorties aussi que les médias ne couvrent pas, parce qu'il est capable, dans sa vision, de communiquer moins, de sortir et de ne pas faire suivre ces sorties-là par les médias, ce qui n'était pas le cas du président Boni Yayi, qui aimait vraiment la communication et les médias. Maintenant, sur le plan de la démocratie, il y a beaucoup de critiques. Je comprends ces critiques-là parce qu'il y a une mutation de la démocratie dans notre pays. On est passé d'une démocratie qui était vraiment plus ou moins le laisser aller. On était dans une démocratie, mais tout le monde, pratiquement personne n'avait la culture de la démocratie. Donc on faisait tout ce qu'on voulait, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais à un moment donné, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan de 1990 à 2016. Qu'est-ce que cette forme de démocratie? Ce qu'on appelle démocratie, c'est que chaque 5 ans, chaque 10 ans, on change de président de la République. Chaque 4 ans, on change une partie des députés à l'Assemblée nationale. Il y a bientôt 7 ans pour le président. Oui. Non pour tous les mandats, mais est-ce que cette démocratie-là nous permettait d'aller de l'avant? Est-ce qu'on allait de l'avant? Est-ce que le pays progressait? Non. Le constat est clair aujourd'hui. Moi, je pense que si on laisse de côté tout ce qui est subjectif, et aussi, je pense que l'image du Bénin à l'étranger est dégradée sur la parole de certains Béninois qui ne sont pas sincères quand ils prennent la parole. Quand j'entends sur des antennes que oui, le développement, ce qui a changé au Bénin, c'est seulement à Cotonou, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'étais à Malanville il n'y a pas longtemps. J'ai vu les châteaux d'eau, j'ai vu la route qui était en construction. J'étais à Parakou, j'ai vu l'asphaltage dans la ville de Parakou. J'ai vu les hôpitaux des zones qui sont reconstruits dans ces localités-là. Le programme H, tout ce qui est filet social, est-ce que c'est seulement à Cotonou? Non, c'est dans tout le pays. Et on ne peut pas, l'instant d'un mandat, même si c'est 10 ans, on ne peut pas à la fois investir dans les fondamentaux de l'économie et distribuer l'argent à tous les Béninois. En France, même les chômeurs ont les RSA, les RMI et autres, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a créé la richesse et on répartit cette richesse-là. Donc il y a un temps où il faut faire les réformes, il faut changer les choses, il faut poser les bases, les fondamentaux, et à partir de ce moment, quand l'économie rentre dans la prospérité, on peut partager. Mais ce qui est caractéristique de notre peuple, c'est qu'au fur et à mesure qu'on doit investir de façon durable sur le développement, au fur et à mesure qu'on doit mobiliser des ressources importantes pour faire des investissements structurants, il faut aussi faire le social. On est habitué à ça. Et donc, je crois que progressivement, le président Patrice Talon a compris et a orienté le budget général de l'État une part importante vers le social. Maintenant, sur les questions de démocratie, j'ai commencé par le dire tantôt, il faut voir ce qu'on peut améliorer parce que on n'est pas obligé de faire la démocratie exactement comme les autres pays. La réforme constitutionnelle était une bonne idée selon vous? Oui, je pense que sur la réforme constitutionnelle, il était important. Ce qui apparaît important pour moi, c'est de stabiliser, c'est-à-dire de laisser un peu la politique politicienne pour se consacrer au développement de notre pays. La manière dont ça a été traduit dans les textes, on peut en débattre. On peut
expérimenter et réformer et changer après. Mais je pense que si vous prenez le président Soglo, qui avait beaucoup d'ambition pour le Bénin, au bout d'un quinquennat, le président Soglo, c'est par complot de la classe politique que son mandat n'a pas été renouvelé. Et je connais bien l'histoire parce que j'étais membre de la Renaissance du Bénin, son parti. Ou parce que les autres, la classe politique a estimé qu'eux, ils avaient fait les combats pour la démocratie et que lui, opportunément, il est devenu président de la République et puis il n'a pas partagé l'argent du pays avec eux. Et je peux vous donner des détails, citer des noms que l'ancien ministre des Finances du président Soglo m'a donné en privé. Donc, si on est dans une démocratie et que parce que, justement, on n'accepte pas de partager l'argent de l'État, on est capable de vous renverser et de créer des alternances. Parce que de l'étranger, on voit que, oui, il y a alternance. Mais est-ce que les gens mangent? Est-ce que l'alternance qu'on a toujours saluée au Bénin, ça permettait au pays de progresser? Moi, je crois que pour avoir côtoyé le président Soglo, un peu le président Kérékou et le président Boni Yayi, je crois qu'on a besoin de faire la politique autrement au Bénin. On a besoin de stabiliser l'action de l'État. Peut-être que le président Patrice Talon est allé trop loin, plus loin que moi je ne l'aurais fait, mais c'est nécessaire de protéger le président. On pense que nous sommes dans un régime présidentiel où le président est tout puissant, mais quand les problèmes politiques naissent à droite et à gauche, le président est submergé et le quinquennat est enlisé. Donc le président est obligé de laisser le projet de société qu'il a présenté aux Béninois pour négocier des accalmies, pour négocier des compromis, voire des compromissions, pour que son budget passe à l'Assemblée. Dans ce cas-là, cette Assemblée qu'on qualifie par l'opposition de monocolore est justifiée alors? Non, le problème de Assemblée monocolore, et puis cette législature est terminée. La législature qui est là, vous avez 3 partis politiques, dont les démocrates. Donc, ce n'est pas un parlement monocolore. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, les réformes qui ont été proposées par le chef de l'État, ces réformes ont été contestées par une partie de la classe politique qui pensait que, à coup de contestation, le président Patrice Talon finirait par abandonner ces réformes-là, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ça a été difficile pour cette formation politique de rattraper le train. Et d'un autre côté aussi, je pense, et beaucoup de Béninois seront d'accord avec moi, qu'il y a eu des problèmes de gouvernance interne qui ont fait que certains partis de l'opposition n'ont pas pu être au rendez-vous. Et ça, bon, on doit le déplorer parce que nous sommes dans une démocratie où la pluralité est nécessaire. Mais à qui la faute? Et c'est pour ça que je pense qu'après la présidentielle, il faudrait quand même qu'il y ait une ouverture pour que tous les Béninois qui le souhaitent accompagnent cette œuvre de développement de notre pays. D'ailleurs, Monsieur Kinvo, qu'est-ce qui justifie d'ailleurs la présence de tous ces succès qu'on a donc établis, que vous avez donc établis par rapport au quinquennat donc de Monsieur Patrice Talon, alors que le terrorisme hante toujours le nord du pays? Qu'est-ce qui a fallu à ce sur le terme sécuritaire? Non seulement il y a l'extrémisme violent au nord du pays, mais il y a une conjoncture internationale et sous-régionale qui n'était pas favorable à ces résultats-là. Le Nigeria, pendant tout le premier quinquennat, avait fermé ses frontières avec le Bénin. Après l'ouverture de la frontière du Nigeria, c'est la frontière du Niger qui est fermée. On a la guerre en Russie qui a fait que beaucoup de nos partenaires traditionnels ont réorienté les ressources vers l'Ukraine. Donc, la leçon que je retiens de ça, c'est que l'aide au développement est secondaire. Ce qui est important,
c'est d'avoir une vision de développement, d'avoir la méthode pour dérouler ça et d'aller sur le marché financier pour mobiliser les ressources et mettre en œuvre votre vision de développement. Et ça, je pense que ce qui a aidé le président Patrice Talon, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la stabilité de l'action publique. Vous savez, ayant côtoyé le pouvoir depuis le président Soglo ou le président Kérékou, il connaissait les leviers de ce pouvoir-là. En tout cas, plein de députés, plein d'hommes politiques ont témoigné qu'il était leur allié depuis des décennies. Donc, ce qui a permis, contrairement au président Soglo, au président Kérékou et au président Yahi, ce qui a permis au président Boni Yahi de stabiliser l'action publique. Vous imaginez, on est en pleine élection générale au Bénin, mais le gouvernement continue de dérouler son action, de travailler au service des Béninois. Et ça, c'est parce qu'il a su tenir les leviers pour stabiliser. Mais est-ce que son successeur, celui qui viendra très prochainement, ou celui qui viendra dans 7 ans ou dans 14 ans, aura ces mêmes leviers pour stabiliser l'action publique? Donc, si celui qui a pu tenir en respect cette classe politique qui autrefois, entre guillemets, pouvait nuire à l'action du gouvernement, si celui qui a tenu en respect cette classe politique propose qu'on réaménage le cadre juridique pour que l'exercice du pouvoir soit plus stable, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il aurait pu dire, moi j'ai fini, j'ai pu stabiliser l'action publique, celui qui viendra va se débrouiller. Mais il propose quelque chose. Et moi, je pense que les questions d'exclusion, c'est lié à des questions de personnes. Parce que référence à Madougou et à Ivo aussi également? Non, ça c'est des cas différents. Vous savez, moi, si j'étais président de la République, j'offrais la grâce présidentielle à Rekia Madougou et au procès Joël Aïvo, puisque c'est des personnes que je connais. C'est des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Mais ça, c'est moi. Mais si vous posez, c'est justement en posant le problème de cette manière que vous compliquez la situation de ces personnes-là. Parce que si vous dites que ce sont des détenus politiques, c'est que vous êtes en train de bafouer l'ordre juridique au Bénin. Parce que la loi a été revue et la notion de terrorisme a été redéfinie. Il y a eu un procès et donc à partir de ce moment, pour tout démocrate, au Bénin comme à l'étranger, il y a ce qu'on appelle la soumission au droit. Et cette soumission au droit est incarnée par les tribunaux et par les juridictions. Lorsque la Cour constitutionnelle, moi je donne toujours un exemple à mes amis, quand il y a eu la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, j'ai des éléments de critique, mais j'ai écrit des articles pour les énumérer. Mais lorsque la Cour constitutionnelle a validé le code de l'administration territoriale, pour moi, c'est fini. Donc, si des cours ont jugé et ont décidé qu'il faut que ces personnes-là soient condamnées, moi, je pense que la démarche ne serait pas celle-là, mais une démarche de voir avec le chef de l'État qui a le pouvoir de gracier, comment ça peut se faire. Et je me rappelle, le président Boni Yahi, au sortir d'une audience avec le président Patrice Talon, l'a dit, qu'il est venu plaider pour que Rekia Madougou et Joël Aïvo sortent de prison. Donc, ces questions-là, ce sont des questions sensibles et l'approche qu'il faut choisir
pour les régler, ne doit pas être médiatique. C'est des contacts, c'est des discussions, parce qu'il y a un ordre juridique, un ordre judiciaire qui s'est prononcé et les voies de recours ont été exercées. Donc à partir de ce moment, tout démocrate doit respecter ces verdicts-là. Monsieur Kininvo, on arrive à la fin de l'émission avec la présidentielle d'avril 2026 approchant aujourd'hui. Quelle est la stratégie de Patrice Talon selon vous pour finir son mandat en beauté, si je puis dire? Est-ce de préparer son dauphin Romuald Wadani ou bien de préparer son siège au Sénat? Non, je pense que ce qui est important, c'est de poursuivre l'action du gouvernement. Mais cette question, le porte-parole du gouvernement serait plus indiqué. Moi, je dis ce que je vois, ce que je pense. Oui, d'après votre expertise. Voilà, donc je pense que le plus important, c'est de dérouler l'action du gouvernement jusqu'à son terme. Et l'État étant une continuité, vous voyez, on est en période électorale, mais le gouvernement vient de lever quand même près de 500 milliards de francs CFA. Vous voyez, en sukuk et en eurobond. Ça, c'est la preuve que le gouvernement continue de travailler. Je pense que le choix du dauphin a été fait sur la base du fait qu'il est déjà préparé. Et donc, la transition, contrairement, si je regarde un peu les images, les faits, je crois que la transition a commencé depuis des années. Et nous, on n'était pas au courant. Donc, le président de la République a choisi son dauphin depuis et a commencé par le préparer il y a longtemps. Donc, il n'y aura pas de problème majeur sur ce plan-là. Donc, il prépare son siège au Sénat, alors? Non, au niveau du Sénat, pratiquement... ses prochaines fonctions. Je ne sais pas s'il va vouloir être président du Sénat ou il va laisser un autre diriger le Sénat. Mais toujours est-il que moi je vois le Sénat non pas comme une deuxième chambre typiquement législative, mais un conseil de sages pour calmer un peu les ardeurs, pour pacifier, parce que au Bénin, ce n'est pas simple. Le président Kérékou a dit que c'est un petit pays, mais difficile, compliqué à gérer. Donc, c'est peut-être cette innovation, cette réforme constitutionnelle qui a apporté le Sénat, qui va permettre de faciliter la tâche au président de la République pour qu'il puisse sortir des carcans et des problèmes de politique politicienne pour plus se consacrer au développement de notre pays, qui est quand même un très beau pays. Merci beaucoup Franck Kininvo, donc expert en gouvernance locale et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi et je salue tous vos téléspectateurs et j'espère que vous viendrez nous visiter au Bénin. Très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot-Demingue pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.